La République de Platon, livre 8e, suite. Tu veux savoir quel est ce mal commun à l'oligarchie et à la démocratie qui réduit cette dernière à l'esclavage? C'est vrai. Eh bien, j'entendais par là cette race d'hommes oisifs et prodigues, les uns plus courageux qui vont à la tête, les autres plus lâches qui suivent. Nous les avons comparés à des frelons, les premiers munis, les seconds dépourvus d'aiguillons. Et avec justesse, dit-il. Or ces deux espèces d'âmes, quand elles apparaissent dans un corps politique, le troublent tout entier, comme font le flegme et la bile dans le corps humain. Il faut donc que le bon médecin et législateur de la cité prenne d'avance ses précautions, tout comme le sage apiculteur, d'abord pour empêcher qu'elles n'y naissent, ou, s'il n'y parvient point, pour les retrancher le plus vite possible dans les alvéoles mêmes. Oui, par Zeus, s'écria-t-il, c'est bien là ce qu'il faut faire. Maintenant, repris-je, suivons ce procédé pour voir plus nettement ce que nous cherchons. Lequel? Partageons par la pensée une cité démocratique en 3 classes, qu'elle comprend d'ailleurs en réalité. La première est cette engeance qui, par suite de la licence publique, ne s'y développe pas moins que dans l'oligarchie. C'est vrai. Seulement, elle y est beaucoup plus ardente. Pour quelle raison? Dans l'oligarchie, dépourvue de crédit et tenue à l'écart du pouvoir, elle reste inexercée et ne prend point de force. Dans une démocratie, au contraire, c'est elle qui gouverne presque exclusivement. Les plus ardents de la bande discourent et agissent, les autres, assis auprès de la tribune, bourdonnent et ferment la bouche en contradicteurs. De sorte que, dans un tel gouvernement, toutes les affaires sont réglées par eux, à l'exception d'un petit nombre. C'est exact, dit-il. Il y a aussi une autre classe qui se distingue toujours de la multitude. Laquelle? Comme tout le monde travaille à s'enrichir, ceux qui sont naturellement les plus ordonnés deviennent, en général, les plus riches, apparemment. C'est là, j'imagine, que le miel abonde pour les frelons et qu'il est le plus facile à exprimer. Comment, en effet, en tirerait-on de ceux qui n'ont que peu de choses? Aussi est-ce assez riche qu'on donne le nom d'herbe à frelons? Oui, un nom de ce genre, répondit-il. La troisième classe, c'est le peuple. Tous ceux qui travaillent de leurs mains sont étrangers aux affaires et ne possèdent presque rien. Dans une démocratie, cette classe est la plus nombreuse et la plus puissante lorsqu'elle est assemblée. En effet, dit-il, mais elle ne s'assemble guère à moins qu'il ne lui revienne quelque part de miel. Aussi bien lui en revient-il toujours quelqu'une, dans la mesure où les chefs peuvent s'emparer de la fortune des possédants et la distribuer au peuple, tout en gardant pour eux la plus grosse part. Certes, c'est ainsi qu'elle reçoit quelque chose. Cependant, les riches qu'on dépouille sont, je pense, obligés de se défendre. Ils prennent la parole devant le peuple et emploient tous les moyens qui sont en leur pouvoir. Sans doute. Les autres, de leur côté, les accusent, bien qu'ils ne désirent point de révolution, de conspirer contre le peuple et d'être des oligarques, assurément. Or donc, à la fin, lorsqu'ils voient que le peuple, non par mauvaise volonté, mais par ignorance, et parce qu'il est trompé par leurs calomniateurs, essaie de leur nuire, alors, qu'ils le veuillent ou non, ils deviennent de véritables oligarques, et cela ne se fait point de leur propre gré. Ce mal, c'est encore le frelon qui l'engendre en les piquant. Certes. Dès lors, ce sont poursuites, procès et luttes entre les uns et les autres. Sans nul doute. Maintenant, le peuple n'a-t-il pas l'invariable habitude de mettre à sa tête un homme dont il nourrit et accroît la puissance? C'est son habitude, dit-il. Il est donc évident que si le tyran pousse quelque part, c'est sur la racine de ce protecteur et non ailleurs qu'il prend tige. Tout à fait évident. Mais où commence la transformation du protecteur en tyran? N'est-ce pas évidemment lorsqu'il se met à faire ce qui est rapporté dans la fable du temple de Zeus lycéen en Arcadie,
Que dit la fable demanda-t-il. Que celui qui a goûté des entrailles humaines coupées en morceaux avec celles d'autres victimes est inévitablement changé en loup. Ne l'as-tu pas entendu raconter? Si. De même, quand le chef du peuple, assuré de l'obéissance absolue de la multitude, ne sait point s'abstenir du sang des hommes de sa tribu, mais les accusant injustement, selon le procédé favori de ses pareils, et les traînant devant les tribunaux, se souille de crimes en leur faisant ôter la vie, quand, d'une langue et d'une bouche impie, il goûte le sang de sa race, exile et tue, tout en laissant entrevoir la suppression des dettes et un nouveau partage des terres, alors est-ce qu'un tel homme ne doit pas nécessairement, et comme par une loi du destin, périr de la main de ses ennemis, ou se faire tyran, et d'homme devenir loup? Il y a grande nécessité, répondit-il. Voilà donc, repris-je, l'homme qui fomente la sédition contre les riches. Oui. Or, si, après avoir été chassé, il revient malgré ses ennemis, ne revient-il pas tyran achevé? Évidemment. Mais si les riches ne peuvent le chasser ni provoquer sa perte en le brouillant avec le peuple, ils complotent de le faire périr en secret de mort violente. Oui, dit-il, cela ne manque guère d'arriver. C'est en pareille conjoncture que tous les ambitieux qui sont venus là inventent la fameuse requête du tyran qui consiste à demander au peuple des gardes de corps pour lui conserver son défenseur. Et le peuple en accorde, car s'il craint pour son défenseur, il est plein d'assurance pour lui-même. Oui, vraiment, sans doute. Mais quand un homme riche, et par là même suspect d'être l'ennemi du peuple, voit cela, alors, ô mon camarade, il prend le parti que l'oracle conseillait à Crésus et, le long de l'Hermos, au lit caillouteux, il fuit, n'ayant souci d'être traité de lâche. Et aussi bien n'aurait-il pas à craindre ce reproche 2 fois. Et s'il est pris dans sa fuite, j'imagine qu'il est mis à mort. Inévitablement. Quant à ce protecteur du peuple, il est évident qu'il ne gît point à terre, de son grand corps couvrant un grand espace. Au contraire, après avoir abattu de nombreux rivaux, il s'est dressé sur le char de la cité, et de protecteur, il est devenu tyran accompli. Ne fallait-il pas s'y attendre? Examinons maintenant, repris-je, le bonheur de cet homme et de la cité où s'est formé un semblable mortel. Parfaitement, dit-il, examinons. Dans les premiers jours, il sourit et fait bon accueil à tous ceux qu'il rencontre, déclare qu'il n'est pas un tyran, promet beaucoup, en particulier et en public, remet des dettes, partage des terres au peuple et à ses favoris, et affecte d'être doux et affable envers tous, n'est-ce pas? Il le faut bien, répondit-il. Mais quand il s'est débarrassé de ses ennemis du dehors, en traitant avec les uns, en ruinant les autres, et qu'il est tranquille de ce côté, il commence toujours par susciter des guerres pour que le peuple ait besoin de chefs. C'est naturel. Et aussi pour que les citoyens, appauvris par les impôts, soient obligés de songer à leurs besoins quotidiens et conspirent moins contre lui, évidemment. Et si certains ont l'esprit trop libre pour lui permettre de commander, ils trouvent dans la guerre, je pense, un prétexte de les perdre en les livrant au coup de l'ennemi. Pour toutes ces raisons, il est inévitable qu'un tyran fomente toujours la guerre. Inévitable. Mais ce faisant, il se rend de plus en plus odieux aux citoyens. Comment non? Et n'arrive-t-il pas que, parmi ceux qui ont contribué à son élévation et qui ont de l'influence, plusieurs parlent librement, soit devant lui, soit entre eux, et critiquent ce qui se passe, du moins les plus courageux? C'est vraisemblable. Il faut donc que le tyran s'en défasse, s'il veut rester le maître, et qu'il en vienne à ne laisser, parmi ses amis, comme parmi ses ennemis, aucun homme de quelque valeur. C'est évident. D'un œil pénétrant, il doit discerner ceux qui ont du courage, de la grandeur d'âme, de la prudence, des richesses,
Et tel est son bonheur qu'il les réduit bon gré mal gré à leur faire la guerre à tous et à leur tendre des pièges, jusqu'à ce qu'il en ait purgé l'État. Belle manière de le purger. Oui, dis-je, elle est à l'opposé de celle qu'emploient les médecins pour purger le corps. Ceux-ci, en effet, font disparaître ce qu'il y a de mauvais et laissent ce qu'il y a de bon. Lui fait le contraire. Il y est contraint s'il veut conserver le pouvoir. Le voilà donc lié par une bienheureuse nécessité qui l'oblige à vivre avec des gens méprisables ou à renoncer à la vie. Telle est bien sa situation, dit-il.